VDI. Bruxelles Metula. C'est l'heure du moment que vous attendez tous les vendredis matins. C'est l'heure de Bruxelles Metula. Nous sommes en direct avec Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Jim, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, avant de parler du sommaire, avant de parler de l'actualité, un petit mot parce que nous sommes en entretien téléphonique aujourd'hui comme tous les vendredis matins. Mais dimanche, on se verra en chair et en os. J'aurai l'honneur de venir vous voir à la conférence qui aura lieu dimanche 11 juin à 20h. Stéphane, un petit dernier avant-goût. De quoi est-ce qu'on va parler dimanche avec nos auditeurs aussi qui ont envie de vous rencontrer, de vous voir, de vous poser eux-mêmes leurs questions peut-être? C'est un plaisir qui est partagé. On va parler de la situation en Syrie. Vous l'avez évoqué lors du dernier journal. Il y a l'attaque de Raqqa, l'offensive finale. Puis on se demande ce qui va se passer après Raqqa. Et ce qui nous inquiète le plus ici en Israël, pas forcément uniquement à la MENA, mais peut-être aussi un petit peu au sein du gouvernement et de l'armée israélien, c'est la volonté des Iraniens de créer un corridor terrestre entre Téhéran et Beyrouth. Donc ce sera probablement la suite de cette guerre civile. À notre avis, ici à Metula, cette guerre va encore empirer, elle va devenir encore plus atroce si c'était possible. Donc on va en parler, puis on va aussi parler, c'est pas moins intéressant, du plan du président Donald Trump pour l'alliance entre Israël, les États-Unis et les pays sunnites, et l'optique, les détails du plan de paix que le président américain aimerait, en tout cas dont il se fait l'avocat entre Israël et l'autorité palestinienne. Donc on a du pain sur la planche et ça va être du boulot. Puis on va aussi s'amuser un petit peu, puis chanter. Oui, chanter, Stéphane, c'est une de vos spécialités. Je vous le demanderai peut-être en fin d'émission. Mais avant ça, on va donner dans un instant toutes les questions techniques pour nos auditeurs s'ils veulent réserver. Mais Stéphane, avant cela, je voulais vous demander, on va faire gagner une fois au moins 2 places à nos auditeurs pour votre conférence de ce dimanche. Et pour ça, on va leur poser une question. Alors, ils auront toute la matinée pour nous répondre par téléphone. On annoncera le nom du gagnant sur 9h. Sur les coups de 9h, Stéphane, je vais vous laisser poser cette question. Oui, alors cette question, elle a l'air assez simple, mais elle peut l'être un peu moins qu'il n'y paraît. J'aimerais vous demander, chers auditeurs, qui était Premier ministre de l'État d'Israël au moment du déclenchement de la guerre des 6 jours? Était-ce Yitzhak Rabin, Menachem Begin ou Levi Eshkol? Je répète, au début de la guerre des 6 jours, on avait bien sûr un Premier ministre en Israël. Était-ce Yitzhak Rabin, Menachem Begin ou Levi Eshkol? Voilà ma devinette, mon quiz pour ce matin, pour gagner une place à la conférence de dimanche. Voilà, on vous rappellera cette question sur les coups de 8h20 en fin d'entretien, comme ça vous aurez le temps de nous appeler. Juste après, vous pourrez commencer à appeler à partir du moment où vous répétera la question sur les coups de 8h20. Stéphane, je vais tout de même donner les dernières informations à nos auditeurs s'ils veulent réserver, s'ils ne connaissent pas cette réponse. C'est pas une honte, il faut savoir que certains journalistes aussi de cette émission peuvent se tromper sur cette question, ça arrive à tout le monde. Alors Stéphane, pour tous les renseignements et les réservations, il y a 2 possibilités. Soit vous nous appelez au 02 648 18 59, je répète le numéro une deuxième fois, prenez de quoi noter, le 02 648 18 59. L'autre possibilité, c'est par mail. Et là, il faut envoyer un mail à magjudaïka, magjudaïca, @hotmail.com. Voilà Stéphane, nos auditeurs ont toutes les informations. On les répétera encore une dernière fois en fin d'émission. Maintenant, on rentre directement dans l'analyse. On va parler du Qatar dans un instant, de l'offensive kurde à Raqqa. On terminera également avec les élections britanniques. Mais Stéphane, on commence avec, et une fois n'est pas coutume, avec une exclusivité de la MENA, une information que vous nous donnez qui remonte un peu en début de semaine. C'est un scoop et ça concerne le Golan syrien. Je vous laisse expliquer ça à nos auditeurs, Stéphane. Oui, l'organisation Khaled bin al-Walid. L'organisation Khaled bin al-Walid, c'est Daesh sur le Golan. Sur le Golan syrien, ils occupent une portion de ce Golan qui est pas très grande, qui commence à peu près aux 3 frontières, Israël, Syrie et Jordanie, qui s'étend sur environ 15 kilomètres de long en direction nord-sud, c'est-à-dire dans le sens du plateau du Golan, et puis à l'intérieur, vers l'est, vers Dera, où les combats font rage
avec une violence extraordinaire ces 2 dernières semaines. Voilà où se trouve cette petite enclave de Daesh qui jouxte le territoire israélien, et cette organisation donc qui s'appelle Khaled bin al-Walid ou Daesh à Quneitra. Alors ça s'est passé mardi, on l'a su à partir de mercredi, mais il y a tellement de rumeurs que, connaissant la MENA, vous savez qu'on est allé voir de nos yeux et qu'on a recueilli des informations pour vérifier l'information. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a eu mardi une attaque aérienne contre la ville de Al-Jdira, et précisément contre le tribunal militaire de cette cité, et une autre attaque contre la ville qui est tout à côté de Al-Gamla. Cette attaque a fait 20 morts. Elle a pratiquement décapité tout le commandement de cette organisation. Le chef de cette organisation, Abu Mohammed al-Makdizi, est mort dans l'attaque, et les 3 émirs, donc on est en État islamique, donc les grands chefs politiques, ce sont des émirs, l'émir militaire, l'émir émir et l'émir religieux sont à compter parmi les victimes. Alors, Jim, on ne sait pas qui a mené l'action aérienne, on n'est pas sûr, on ne pense pas que ce soit Israël cette fois-ci, même si ces villes sont à quelques kilomètres uniquement de notre frontière. Ça peut tout à fait être une expression de la nouvelle alliance USA-Israël États sunnites. Nous, on penche plutôt pour une attaque par les chasseurs bombardiers jordaniens qui seraient partis d'un aéroport militaire du nord de la Jordanie. Mais bien entendu, pour savoir que ces 20 personnes imprudemment se sont réunies dans ce tribunal militaire de cette cité, il fallait avoir de très très bons renseignements. Donc c'est évident pour nous qu'il y a eu échange d'informations entre ces divers partenaires. Ça se fait depuis un moment, mais là c'est quasiment officiel. On a su à la minute près où étaient ces gens, comment et par où il fallait attaquer. Toutes les forces de la coalition étaient présentes. Et puis cette attaque, elle s'est déroulée alors que des avions du gouvernement syrien bombardaient Daraa à peu près 30 secondes de vol. Donc c'est dire la précision de ces attaques. Les attaques gouvernementales de l'aviation de Bachar al-Assad se produisent pour tenter de retarder la grande offensive du front du Sud, donc des rebelles dans le Golan, dont on a abondamment parlé il y a 2 semaines. Les forces de Bachar al-Assad font absolument tout ce qu'elles peuvent. Et elles ont déversé des dizaines de barils explosifs sur la région, tuant notamment un grand nombre de civils, afin d'enrayer les préparatifs de cette attaque. Donc tout ça se passe dans un mouchoir de poche. C'est très violent, c'est très intéressant. Et ce qu'on peut dire ce matin, c'est que le Jaish al-Khaled bin al-Walid, c'est-à-dire l'organisation Khaled bin al-Walid, est décapitée. On ne voit pas vraiment, Jim, comment elle va se remettre. Stéphane, l'autre sujet du jour qu'on va analyser en détail, il concerne le Qatar. Alors, on va plus s'intéresser à la situation du Qatar qui se retrouve un peu obligé de choisir un camp, qui se retrouve isolé de ses pays voisins et de ses anciens alliés désormais. Stéphane, l'information que vous allez nous donner ce matin, c'est sur l'élément déclencheur notamment de cette crise diplomatique. On en avait parlé la semaine dernière, ça fait l'objet de plusieurs articles de la MENA. Pour nous, c'était évident par recoupement, par croisement, que la manière dont les relations ont été brisées entre 4 États arabes et le Qatar ne pouvait venir que d'une fuite au niveau du renseignement. C'est ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire que soit le cheikh Al-Tahani, soit ses aides, ceux qui l'entourent, avaient transmis aux Iraniens une information qu'ils n'auraient pas dû transmettre et qui leur provenait de leur participation aux coalitions arabes, notamment au Yémen, etc. Pourquoi sommes-nous parvenus à cette constatation? Eh bien parce que normalement, une rupture de relations diplomatiques est précédée d'une crise diplomatique. Et normalement,
où d'habitude, elle implique un État, voire deux États, plus l'État cible, si on peut l'appeler ainsi. Mais là, on a eu 4 États d'un coup, c'est-à-dire pendant la nuit, au même moment, qui prennent cette décision. Et pour nous, c'était évident qu'il y avait un événement, ce qu'on appelle en anglais un trigger, un événement déclencheur qui était à la source de cette décision et qui ne pouvait provenir que du monde de l'information. Alors, on a beaucoup d'amis ici à la MENA, on a beaucoup d'amis dans le monde arabe, beaucoup de gens maintenant nous écoutent, énormément de gens, c'est même impressionnant, et qui veulent nous aider à diffuser une bonne et précise information. Et cette semaine, on a eu l'appel de quelqu'un de très important dans un État arabe qui nous a dit qu'on avait eu absolument raison et que le Qatar avait en effet transmis aux Iraniens une information secrète qu'il avait reçue de la part de ses alliés arabes, notamment saoudiens. Et cette information a généré immédiatement cette réaction des 4 États, à commencer par l'Arabie saoudite, mais maintenant ça suit, il y a même la Libye, le Tchad, enfin, presque tous les pays arabes sont en train de rompre leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar. Bien entendu, il faut le dire aussi, c'est qu'il y avait des raisons qui existaient avant cette décision, avant cette fuite, et notamment le soutien du Qatar au terrorisme et au Paris Saint-Germain, pas au Paris Saint-Germain, au terrorisme, je voulais dire, et la diffusion de fausses nouvelles par Al Jazeera, qui soutenait notamment les frères musulmans. Donc, on avait pas mal de raisons objectives de s'éloigner du Qatar. Et puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, Jim. C'était pas possible de continuer de partager des informations sensibles. Nous connaissons l'information en question avec précision, mais si vous voulez que j'arrive dimanche pour faire cette conférence, il est peut-être mieux qu'on en parle la semaine prochaine parce que c'est vraiment très 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 sensible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu transmission par le Qatar d'une information secrète aux Iraniens, que ça n'a pas plu du tout à toute cette coalition et certainement pas à Washington non plus, et que c'est la raison immédiate de la rupture des relations avec Doha. Oui Stéphane, avec en permanence l'Iran en filigrane de ces discussions et de ces sujets d'actualité internationale. Et ça, pour l'analyse, on le garde donc pour dimanche, pour votre conférence à Bruxelles. Ce sera sur les coups de 20h. Stéphane, il reste encore un grand sujet à développer dans ce nouveau numéro de Bruxelles Metula. C'est l'offensive des Kurdes d'Araka. Alors Stéphane, tout d'abord, premièrement et assez brièvement, où nous en sommes ce matin? Oui, alors, peut-être par rapport au journal de tout à l'heure, le Front démocratique syrien, c'est un front qui est kurde, c'est-à-dire que sur 25 000 combattants qui sont en train de participer à l'offensive sur Raqqa, il y a en gros 21 000 Kurdes et 3 ou 4 000 Arabes. Donc, il faut pas entrer dans cette propagande. C'est pas notre but, notre devoir en tant que journaliste de parler d'une coalition arabo-kurde, même pas kurde-arabe. C'est la demande pressante qui est faite, qui nous est faite à nous qui faisons partie de l'information, et à Perver Emal, qui est notre reporter correspondant sur place, qui se trouve à Al-Raqqa avec les forces des forces démocratiques syriennes. On lui demande sans arrêt, même les Kurdes, les commandants kurdes des forces démocratiques syriennes, lui demandent de parler le plus possible de la composante arabe de ce front, de cette force. Et même depuis 2 semaines, on nous demande instamment de parler des unités d'élite syriennes qui sont en fait à peu près 150 combattants issus d'une tribu du nord du Rojava, donc sunnite. N'entrons pas dans ce jeu-là, laissons-le à d'autres, c'est la proposition que je fais. On a les forces démocratiques syriennes, 25 000 combattants, qui aujourd'hui, et c'est la nouveauté, encerclent totalement Raqqa, c'est-à-dire que à partir de mercredi dernier, ils ont annihilé, ils ont occupé toutes les positions de l'État islamique qui existaient au nord de l'Euphrate. Maintenant, au nord de l'Euphrate, il n'y a que des FDS avec leur soutien, il faut en parler, soutien massif
de l'artillerie et de l'aviation coalisée, principalement à 90% les Américains, mais on a également au sol, Pervers les a vus, des commandos américains, mais aussi français, britanniques et allemands. Alors certains participent directement à la bagarre, certains sont là à titre de conseillers pour expliquer aux forces kurdes quels sont les objectifs prioritaires, comment les attaquer, par où passer, etc. Il ne faut pas oublier que non plus que ces conseillers occidentaux ont des informations qu'ils obtiennent directement à la fois de leur quartier général, mais aussi des observations satellites et des avions et des drones qui survolent le champ de bataille. Donc, ils sont bien placés pour aider les combattants. Raqqa, j'ai dit, est complètement encerclé, pas tout à fait. Les forces démocratiques syriennes et leurs mentors occidentaux ont décidé de laisser le sud de la ville ouverte, mais pour y arriver, pour y parvenir, pour fuir par le sud, il faut encore traverser le fleuve Euphrate qui est très large à cet endroit. Il faut prendre des bateaux et on l'a vu cette semaine. Si des combattants de l'État islamique essayent de se faire passer pour des civils, eh bien les bateaux sont coulés. Mais les FDS ont proposé aux 200 000 civils qui se trouvent encore à Raqqa de fuir par le sud, d'attendre que la bataille soit terminée pour revenir. Et puis, les choses vont assez vite pour l'instant. Le premier quartier de Raqqa est tombé, il s'agit de Mashlab. Grosse opération d'artillerie, gros bombardement sur les défenseurs de l'État islamique pour commencer, échange de feux violents et les miliciens islamiques se sont repliés vers le centre de Raqqa. Mais comme l'a tout à fait correctement dit la journaliste, notre journaliste à 8 heures, eh bien les combats cette nuit ont été très très violents et ici à Metula, on s'attend à ce qu'ils deviennent encore plus violents parce que tout simplement les défenseurs n'ont pas où aller, ils savent qu'ils vont se faire prendre et on connaît l'extrémisme de ces combattants. Et puis une information très importante au niveau géopolitique, elle vient du côté irakien de la frontière, de la région kurde irakienne, où Massoud Barzani, le président de cette région, a annoncé que le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien se tiendrait le 25 septembre. Donc le 25 septembre, tous les Kurdes irakiens de la région seront appelés aux urnes pour savoir s'ils veulent déclarer leur État ou non. Pour nous, c'est clair. Pour les Kurdes aussi, ça va être en raz-de-marée de plus de 90% de oui, qui suscite l'inquiétude et les menaces des voisins, notamment des Turcs, qui sont les plus opposés à l'émancipation politique des Kurdes, mais aussi du gouvernement irakien à tendance ou inféodé, soyons clairs, à Téhéran et qui n'aimerait pas que l'Irak se morcelle, et pourtant c'est ce qui va se passer, mais Bagdad n'a pas les moyens, ni Téhéran non plus, d'empêcher les Kurdes de déclarer leur État. Et puis il y a aussi l'Iran qui est soucieuse, parce qu'en Iran on a aussi une grosse population d'environ 4 millions de Kurdes qui sont terriblement maltraités, souvent assassinés. Et puis, lorsqu'il existera dans les 4 pays où il y a des Kurdes un État indépendant, il va agir comme aimant. À partir de cet endroit, eh bien, il va irradier sur les autres États. Et on peut s'imaginer que la seconde région qui va se joindre à cette indépendance de l'État kurde, irakien, ben, ce sera le Rojava syrien dont on parle tout le temps. Et puis plus tard, en politique, 10 ans, 20 ans, ce ne sont pas des périodes extrêmement longues, eh bien, on imagine, et on espère aussi, on peut le dire, on peut se mouiller pour une fois, que les Kurdes iraniens pourront également rejoindre l'État kurde et obtenir leur indépendance, et surtout, ce qui nous importe le plus, c'est leur sécurité, cesser d'être une minorité maltraitée par le pouvoir fanatique, par la junte théocratique au pouvoir.